il est né en 1968, Jacques-Henri, ça c'est important. Diplômé de Sciences Po, d'Harvard. Et alors tu vas te lancer rapidement dans la création d'entreprise parce que tu es un entrepreneur, tu es un investisseur et tu as deux dadas notamment, ce sont les médias et le sport. Donc tu as commencé par co-créer Sport-Ever qui s'appelle aujourd'hui Média 365 quoi. Ouais. Et c'était quoi l'idée de départ? Ouais, l'idée de départ, on est en 2000, il n'y a pas encore de réseau à haut débit chez les opérateurs de télécom, sauf qu'ils préparent ces réseaux et on pense que la consommation de contenu, notamment sportif, va totalement changer avec l'arrivée de ces réseaux à haut débit. Et donc on se concentre là-dessus, on crée des sites internet, mais ce qui a fait notre succès, c'est le fait qu'on a été les premiers en Europe à diffuser sur téléphone mobile des événements sportifs en direct. On a fait la Ligue 1, on a fait le rugby, on a fait les Jeux Olympiques, on a fait le basket. Et ça, notamment avec Orange. Ça paraît classique aujourd'hui, mais à l'époque... on était en 2003-2004, donc c'était vraiment... Alors après, pour te punir, tu as passé 10 ans chez Paris Turf. 7 ans. 7 ans, tu as fait quoi d'abord? Ça, c'était intéressant aussi parce que c'est une marque très forte, très puissante. C'est la bible des turfistes et de l'écosystème du cheval. Et c'était, en termes de business, un journal dont 100% des recettes, du chiffre d'affaires, venaient des ventes en kiosque. 100%. Ouais. Il n'y a pas d'abonnés. Il y a très peu d'abonnés et vraiment, c'était la vente en kiosque. Pas totalement l'endroit où vous voulez être quand vous voyez la vague digitale arriver. Et donc là, l'idée, c'était de diversifier les sources de revenus. On est devenu opérateur de paris en ligne. On a fait donc beaucoup de digital parce que ça a comme intérêt, c'est que ça brasse énormément de données, les courses hippiques. Et donc ça a été aussi un moment, une période intéressante. 2016-2021, donc là tu étais président de l'OM. Grand moment, quoi. Enfin voilà, c'était. L'OM était comment sportivement à cette période? L'OM était 13e. Bon, après des années un peu difficiles, quand j'entends que le club est en vente, je me dis que c'est pour moi. Alors j'ai pas les moyens, t'as pas hypothéqué dans l'appartement comme mon camarade, de le racheter, mais je lève 200 millions d'euros et je rencontre pendant la levée un milliardaire américain qui s'appelle Frank McCourt, avec qui je discute à de nombreuses reprises, et à la fin de la énième discussion, il me dit on y va. J'y vais, et on y va, et on est ensemble, et on gagne, et l'aventure démarre. Et pourquoi t'es parti? Je suis parti parce que c'est un job très dur, très dur. Pas seulement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais c'est quelque chose de très particulier. Je me souviens un jour, je suis convoqué chez un ancien président de la République et il m'accueille en me disant celui qui a le job le plus difficile de France après le mien. Je pense qu'il exagérait évidemment, il y a d'autres personnes qui ont des jobs beaucoup plus difficiles. Mais on dit souvent que 1 an à l'OM, c'est 10 ans dans un autre job. Donc j'ai fait beaucoup de cheveux blancs. Ouais, non, ça va. Ouais. Dis-nous, comment tu fais pour gérer les égos? Parce que tu vois, quand on parle de foot en général, tout ça, il n'y a que des melons. Il n'y a que des stars, il n'y a que des 1, des 1, des 1. Il faut que ça passe au moins 11. Quoi. Ouais, sauf que c'est une histoire d'équipe. Et il n'y a pas de victoire sans une coopération, un esprit d'équipe. Et si on ne te passe pas la balle, tu ne marqueras pas. Et donc c'est quand même fondamentalement un effort collectif. Et puis j'ai envie de dire, il y a une carapace. On donne l'impression d'être fort, d'être sûr de soi, et c'est pas vraiment ça. J'ai été très surpris de voir à quel point nombreux parmi ces grands joueurs ont parfois des moments aussi durs, pas seulement à cause de ce qui se passe sur le terrain et de leur performance, mais aussi dans leur vie privée, comme vous et moi. Ils sont jeunes, hein, vous avez oublié ça. Ils sont jeunes, et puis il y a le vélodrome, et garder son sang-froid, pas avoir peur de rater sa passe, son tacle ou son arrêt, devant 65 000 personnes qui sont très poètes, hein, poésie quand même. d'un certain type, mais il n'y a pas un bruit en plus. Mais c'est vrai que ça leur permet aussi, dans les bons moments, de se sublimer et d'arriver à un niveau de performance. Tu connais super bien le foot, qu'est-ce qui se passe avec le droit télé? Nous, on ne signe que avec des mecs qui ne payent pas. Dès qu'il y a un truc qui est bien, qui ne paye pas, hop, on va signer pour toi. Voilà, je vais commencer par un truc, je vais vous mettre à contribution. Ceux qui regardent la Ligue 1, levez le bras, s'il vous plaît. Qui regarde la Ligue 1?
Donc vous allez garder votre bras levé. Ceux qui regardent la Ligue 1 sur des canaux interdits, non officiels, gardez le bras levé. Ouais, alors il y en a qui disent pas la vérité. C'est quand même, on dit par exemple sur les jeunes, tous les chiffres qu'on a, c'est que sur le segment 15-34 ans, parmi les fans de sport, selon les pays, il y a entre 40 et 50% des supporters qui regardent les matchs sur des canaux illégaux. Donc évidemment, ça n'aide pas. Alors, il n'y a pas un cas particulier à la France. C'est valable dans tous les pays, y compris d'ailleurs aux États-Unis. Moi, ce que je voudrais juste dire, plutôt que de faire ce qu'on lit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire essayer de trouver les responsables, un tel s'est planté, c'est de penser à l'avenir, c'est comment changer le modèle. Et le modèle, je pense qu'il doit passer par une refonte, une réforme profonde du produit, du format des compétitions. Et c'est pour ça que je milite pour une ligue où la relégation serait quasi impossible, où on aurait des licences attribuées à 16 clubs, où il y aurait des play-offs. Voilà, parce que je pense que ça donne encore un peu plus de sel à la saison. En tout cas, ce serait une fin de saison formidable, à un moment où, depuis 12 ans ou 11 ans, on sait qui va gagner. Et parfois même plusieurs journées avant la dernière journée. Donc je pense que tout ça doit être repensé, plutôt que de pointer le doigt sur un tel Pierre-Paul ou Jean-François. Et est-ce qu'il y a des modèles de clubs en Europe? Là, on a nos amis catalans qui supportent le Barça, bien évidemment. Est-ce que le Barça, c'est un club mythique qu'on peut trouver en Angleterre ou les ennemis du Real, par exemple? Le Barça, c'est évidemment un club mythique, bon, qui a toujours des problèmes financiers extrêmement aigus. Le modèle, c'est évidemment le modèle de la Première Ligue en Angleterre, qui est devenu un sport majeur à l'échelle mondiale. Il faut que vous représentiez que le montant des droits audiovisuels de la Première Ligue au Laos, au Cambodge et en Thaïlande, c'est à peu près le montant des droits internationaux de la Ligue 1 partout dans le monde. Donc c'est pour vous dire quand même le décalage entre un championnat comme le championnat anglais et la Ligue 1. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut à mon sens un changement de format, parce qu'on est malheureusement une ligue de seconde zone, c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais on aura beaucoup de mal à rattraper la Liga en Espagne ou la Première Ligue en Angleterre si on ne s'attaque pas à notre produit et donc au format qu'on devrait être capable d'améliorer. Il faut aussi des stars, parce que, tu vois, Il faut aussi des stars, oui. Alors là, pour le coup, on n'en a plus. Alors on n'en a peut-être plus, mais je trouve que cette nouvelle équipe du Paris Saint-Germain, là, je ne suis plus du tout à l'OM là. Je trouve qu'elle est très rafraîchissante. Tu fais de la politique, toi, non, elle est très rafraîchissante et je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe avec ces jeunes qui courent partout, dont on ne sent pas vraiment l'ego. Et je trouve que ça, c'est une démarche qui mérite d'être saluée. Tu es également au conseil d'EuropaCorp? EuropaCorp, c'est le plus grand, je pense, studio audiovisuel, enfin de production cinématographique en France. Ça a fait, depuis 20 ans, ça a signé 10 des plus gros succès du cinéma français à l'étranger. C'est Luc Besson qui l'a créé. Moi, je suis un passionné des industries créatives. Je suis toujours fasciné de voir, là par exemple cette année, on va sortir le grand film qui va être un Dracula, pas comme les autres, mais quand on voit le début d'une idée d'un film comme celui-là, et quand on assiste à son tournage, et quand on le voit sur grand écran, c'est magique. Moi je trouve que c'est absolument... Tu es actionnaire ou tu es juste au conseil? Non, je suis au conseil, je trouve que c'est merveilleux. Le foot, c'est la même chose, c'est un spectacle, sauf que c'est encore plus fort parce qu'on ne connaît pas la fin. Et ça se consomme en direct. Évidemment, quand on connaît le résultat, ça a perdu énormément de son intérêt. Donc ces industries créatives sont magnifiques. EuropaCorp est un très beau studio qui va vous surprendre et Dracula, j'espère, sera un grand succès. Il y a des questions côté vin, donc tu as un petit château, d'ailleurs c'est un grand château, Château Simone que tu affectionnes tout particulièrement, et puis dans ta famille il y a également quelques villes du côté du Languedoc. Oui, le Château Simone, ce sont mes néo-racines provençales, appellation palette. Et le blanc, je trouve, est absolument magnifique. Et j'ai effectivement un beau-frère qui produit en biodynamie le domaine de Montpezat au Languedoc. Et sachez qu'il y a des très bons vins au Languedoc aussi. Et j'ai vu, alors là, pour le coup, un petit salut et un grand respect pour ceux qui font ce métier. Il faut savoir qu'au Languedoc, je ne sais pas si c'est le cas à Bordeaux,
mais ça fait 3 ou 4 ans que les intempéries sont très dures et les récoltes, on arrive les bonnes années à 40% ou 50%. Plus le manque d'eau, en tout cas dans le Roussillon qui est à côté. Et le manque d'eau, et c'est terrible de faire un métier aussi difficile qui peut être impacté par des éléments qu'on ne maîtrise pas. C'est difficile parce que quand les choses se passent bien, je crois que c'est le plus grand producteur d'émotions qu'on puisse rêver de vivre, y compris en tant que dirigeant. Mais justement, la difficulté, c'est de ne pas se laisser attraper par l'émotion et d'être rationnel dans ses décisions de gestion, et ça, parfois, c'est pas compris. Mais c'est important, et c'est d'ailleurs comme ça que les anglo-saxons raisonnent quand ils arrivent à ces postes de responsabilité. C'est d'essayer de faire en sorte que, oui, on est attaché, évidemment, à la victoire, mais on est capable d'aller plus loin que 2 défaites de suite, et on ne remet pas tout en cause parce qu'on a perdu 2 fois, 2 semaines d'affilée. Et ça, c'est ce qui est très difficile. Après, il y a d'autres facteurs qui viennent en ligne de compte. Bon, je ne suis pas certain qu'un président de club devrait être protégé par la police pendant quelques périodes de son mandat. C'est comme ça, mais je ne regrette rien, et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et puis assez long, quoi. Ben, je pense que c'est... bon, d'abord, ça a été un succès phénoménal. J'ai assisté à une quinzaine d'événements. Je crois que ça a galvanisé tout un pays. Ça a été salué partout dans le monde, de la cérémonie d'ouverture, alors qu'on aime, qu'on n'aime pas. Mais ça a été, je pense, un moment exceptionnel. Évidemment, la difficulté, c'est qu'on nous a promis le démarrage d'une nation sportive. Et la nation sportive, elle va peiner à se matérialiser. Et en tout cas, il va falloir beaucoup d'années et de l'investissement pour faire du sport une thématique qui est au cœur des politiques publiques, et ça n'est pas encore. Donc, et là, on le voit, alors, malheureusement, lié au problème de finances publiques où, oui, le budget des sports a été coupé, mais comme les autres. Simplement, je pense qu'il faut un changement de mentalité profond là aussi. Moi, je suis un peu radical dans ce domaine-là. La disruption, c'est un mot un peu balance à toutes les sauces. En tout cas, je pense que parfois, il faut des innovations radicales et pas seulement incrémentales. Et là, pour le coup, il faut le faire. Dans mon université aux États-Unis, la dernière fois que j'y suis allé il y a quelques mois, je vais dans la piscine, la grande piscine, qui est une piscine énorme, je vois un match de water-polo, et je vois que le match de water-polo est diffusé sur ESPN. C'est extraordinaire. Bon, donc il faut un changement culturel. On a un tissu associatif qui est très fort en France, avec des fédérations qui sont aussi fortes. Comment les rapprocher du système éducatif, de faire rentrer les associations sportives dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais effectivement, on dit que ça a été une parenthèse enchantée. Il faut lutter contre ça et faire en sorte que ces dividendes, on en perçoit la valeur pendant les années qui viennent, mais il faut un changement de logiciel. Et peut-être aussi le changement de président, parce que quand on voit ce que fait le duo Florian Grill avec Jérémy Le Chat pour le rugby, là ils ont quand même pété plein de baronnies, ils font un super boulot, puis quelque part un raisonnement de chef d'entreprise, ça fait du bien, surtout quand les finances sont plutôt dans le rouge, non, tu crois pas? Voilà, je ne rentrerai pas dans ces questions-là. Je crois encore une fois qu'on se concentre beaucoup trop sur les hommes ou les femmes. Les femmes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y avait Amélie qui avait regardé les Carrefour pour être à la directeur générale. Ouais, c'est vrai, je pensais au foot en l'occurrence, mais c'est vrai. Non, je pense qu'au-delà des questions de personnes, encore une fois, concentrons-nous sur les questions de produits, sur les questions de format, sur la façon dont le sport peut parler beaucoup plus aux jeunes. Un dernier point là-dessus, certains d'entre vous... licenciés au foot 2 millions. 2 millions, il y en a 350 000 euros. C'est la première fédération de France. Non, mais là où je voulais en venir, c'est qu'on assiste au printemps du sport avec des nouveaux sports qui émergent. Le rôle d'influenceurs, qui sont d'ailleurs les premiers promoteurs de nouvelles disciplines. Quand je vois que des influenceurs organisent à la Défense Arena une soirée de boxe qui dure 3h30, et j'ai un copain qui a assisté avec son fils n'a pas touché son téléphone pendant 3h30 à regarder
des combats de boxe d'influenceurs. C'était à Lourdes, non? Parce que là, un gamin de 3 heures, sans téléphone... C'était ça, et il y avait 30 000 personnes à la Défense Arena. Ouais, c'est fou. Et c'est la même chose avec ce que fait Gérard Piqué, qui est le joueur du FC Barcelone que vous connaissez peut-être, qui lui dit, ancien joueur de foot, c'est pas moi qui le dis, quand je lui dis oh, je me fais tailler, mais lui il dit non, 90 minutes déjà, c'est trop long. Donc on va s'inspirer des codes du jeu vidéo pour réinventer le foot. Donc le coach va avoir une carte magique qui va lui permettre d'exclure le meilleur joueur adverse pendant 2 minutes. Et plein de trucs comme ça. Ouais, sauf que ça fait à chaque fois qu'il organise un match, 1 million, 500 000 streams en direct, ce que seul l'OM PSG fait en Ligue 1. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est content de notre position, 2 millions de licenciés et machin? Ou est-ce qu'on se dit, non, il y a des choses pour innover, on doit innover, on doit changer un certain nombre de choses. Moi je suis partisan du changement. Du changement. D'ailleurs, on parle de changement, t'es tué des camps d'ailleurs, Jacques-Henri. Ah, alors je suis né le 22 mars 68. Bon, alors 22 mars, ça se fait pas de fêter à l'avance, mais on va te faire quand même un petit cadeau quand même, parce qu'on peut l'applaudir. Et donc tu as une bonne bagnole de champagne, un qui boit, Merci en tout cas à tous les trois.